Bien le bonjour, ici Mélissa Brézé et vous écoutez Donne ta patte, un podcast de discussion avec des personnes passionnées et passionnantes du milieu artistique. Et aujourd'hui, on commence la saison 2 de Donne ta patte. Waouh! Félicitations, ça faisait longtemps qu'on s'était pas entendu plutôt, c'est plus juste. Et pour ce faire, nous accueillons le parrain de cette saison, qui est François Thorel, aka le fossoyeur de film. Bien bonjour. Bonsoir! Salut. Je suis content d'être un parrain, ça fait plaisir, je suis honoré. Eh ben, écoute, moi de même, merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que ça va? Ça va, un peu sur les rotules après l'année qui vient de s'écouler, comme beaucoup de gens, mais j'essaie de garder le cap et justement, comme on va parler de créa, la créa c'est un bon fil rouge. C'est une belle introduction. Est-ce que tu peux présenter ton travail? La plupart des gens qui me connaissent surtout à travers la chaîne YouTube Le Fossoyeur de Film, que j'ai créée en 2012 et que je tiens depuis. Et où je confectionne des choses qui sont articulées autour du cinéma. À la base, c'était plus de la chronique vidéo classique. Et au fil des années, je l'ai fait évoluer vers quelque chose d'un petit peu plus diversifié. Notamment, pendant longtemps, l'émission principale, c'était Le Fossoyeur de Film, qui a donné son nom à la chaîne, qui est devenue très rapidement une émission en fait, de chronique fiction, où c'était moitié court-métrage autour des aventures de ce fossoyeur improbable, et moitié des analyses sur tel ou tel film ou telle thématique. Et après ça, j'ai eu envie de diversifier les choses, ce qui s'est fait petit à petit. Et après l'arrêt de l'émission Le Fossoyeur de Film, j'ai eu une année où j'ai pris vraiment du recul pour pouvoir revenir avec des nouvelles manières de proposer des choses autour du cinéma. Et depuis, j'ai vraiment diversifié la chaîne sur des choses qui m'excitent un peu plus à faire, parce qu'on évolue au fil du temps en tant que personne, créativement aussi. Du coup, les envies évoluent. Du coup, je sais pas où je veux aller, mais je sais où je ne veux pas aller. Et je pense que c'est un bon déjà ami. pas mal. C'est déjà pas mal. Généralement, j'ai une alarme assez visuelle dans ma tête qui dit là, si tu t'emmerdes ou si ça te déprime de faire un truc et que tu entres dans une sorte de routine où ce qui est de base un boulot passion quand même commence à t'emmerder, c'est qu'il y a un souci. Donc, ça me permet de me déporter vers d'autres choses. Et là, depuis justement la reprise de la chaîne début 2020, ça. En plus, c'était vraiment... elle partait bien cette année, pourtant. Justement, là, aujourd'hui, je ne me considère absolument pas comme un critique ciné. J'ai pas envie d'être un analyste ou un critique, c'est pas comme ça que je me vois et c'est pas ce que j'ai envie de faire. Il y a une dimension de critique, au sens, j'ai envie de dire noble, entre guillemets, du terme, au sens où c'est de l'analyse et de la vie mixée, une sorte d'équilibre entre objectif et subjectif. Il y a cette dimension-là sur la chaîne. En fait, chaque fois qu'on me demande, j'utilise le mot confectionneur. J'aime bien ce mot-là. Il y a une dimension d'artisanat qui me plaît. Surtout que, même si je bosse en fait avec notamment mes collègues de Pandora Création, le label de production, il y a beaucoup de choses aussi que je fais juste de mon côté. J'aime bien cette dimension d'artisanat où vraiment je confectionne des trucs de mon coin qui sont... dans mon coin. Et il y a aussi toutes ces créas que je fais avec mes amis et collègues. Je te fais un disclaimer. Nous, pour ce changement de qualité sonore, le H4n nous a fait un sale coup. Mais voilà, il y a cette dimension de confection qui me plaît beaucoup. Et aujourd'hui, je fais à la fois... Il y a toujours un petit peu des chroniques classiques sur la chaîne, que j'axe beaucoup plus sur le langage de l'image maintenant et sur l'analyse de mise en scène, ce qui me tient vraiment à cœur. Parce qu'il y a toute une dimension ludique dans le format vidéo qui est là, que tu n'as jamais l'impression d'exploiter assez. J'ai pas envie que la vidéo soit juste un support visuel à un texte qui pourrait suffire lui-même en tant que texte. J'ai vraiment envie qu'il y ait une plus-value dans la vidéo. Et la plus-value, elle est souvent sur ce genre de format, sur le fait de vraiment... décortiquer des extraits, décortiquer un langage de l'image, justement. Du coup, les chroniques classiques, je les axe plus là-dessus. À côté de ça, il y a des formats documentaires, qui sont les virées cinéma, qui permettent d'aller dans un autre pays à la recherche de lieux de tournage, et pas juste se contenter de dire c'est là qu'ils ont tourné ça, mais justement essayer de comprendre pourquoi il y a toujours une dissonance entre ce qu'on a vu à l'écran et ce qu'on perçoit sur place. C'est une bonne manière en fait de montrer comment le cinéma triche constamment pour montrer des lieux, que ce soit avec les objectifs utilisés, avec la lumière et tout ça. Il y a des courts-métrages de mash-up, je ne sais pas comment les décrire autrement, sur la chaîne aussi, avec le format caméra obscura. Je pense que c'est la chose la plus personnelle que je fais sur la chaîne aujourd'hui, qui est en fait une sorte d'exploration des rapports entre la magie et le cinéma. Mais pas la magie du cinéma au sens les trucs et l'illusion, mais plus le rapport à la pensée magique. Qu'est-ce qui fait que face à une œuvre, que ce soit ici dans le cinéma à travers cet exemple-là, mais de manière plus large, il y a un moment de décrochage. En fait, tu ne comprends plus, mais surtout tu ne veux pas comprendre. À une époque où tout est articulé, décortiqué, débattu de toutes les manières possibles et imaginables, où il y a ce flot de paroles qui au bout d'un moment peut être perçu aussi comme une cacophonie, notamment sur les réseaux sociaux. J'aime bien cette idée en fait de prendre du recul et plus laisser les images elles-mêmes parler et avoir ces espèces de virées plus atmosphériques qui sont en fait de l'anti-critique ciné.
C'est plus vraiment une volonté de partager du sensible, Ouais. d'explorer le sensible. Et ça prend la forme en fait de sorte de court-métrage de mashup où j'utilise des extraits de films, de choses, d'images d'archives que je tords de toutes les manières possibles et que j'essaie de faire dialoguer entre elles pour que quelque chose d'autre finalement en sorte. Donc il y a ça, il y a des expériences un peu ludiques qu'on fait qui s'appellent Cut, où avec justement mes collègues pendant la création, on remonte un film en 3 heures ou une séquence à la manière de, ce qui est un truc marrant, qui nous distrait beaucoup et qui est vraiment très marrant à tourner, et qui est une manière comme une autre d'explorer un petit peu la mise en scène de certains réalisateurs, et montrer des fois à quel point monter quelque chose à la manière d'eux, ça devient ultra incompatible avec certains réalisateurs, montrer qu'il y a certains styles qui n'ont rien à voir. Enfin bref, voilà, sur la chaîne, aujourd'hui, je propose différentes choses. Et j'ai toujours envie de faire évoluer le truc, quoi. Je suis toujours pas satisfait. D'accord. Il y a toujours cette espèce de bougeotte, et je sais pas, même tous ces formats, j'ai l'impression d'à peine commencer à en effleurer les potentiels, en fait. C'est vraiment de toujours essayer d'aller un petit peu plus loin, de grappiller, mais toujours à avoir cette espèce de quête qui n'en finira jamais, et finalement, on pourra atteindre, je sais pas, la substantifique moelle du format. Donc voilà. Ok, c'était l'introduction la plus vaste de l'histoire du podcast. Et sinon, j'aime bien mijoter des choses sur le feu, un bon bœuf bourguignon, c'est très apaisant. Ça, c'était la chaîne en tout cas. Oui. Ce pourquoi la plupart des gens qui me connaissent me connaissent. Oui. En dehors de ma mère, je pense qu'elle me pensait à la base. Et voilà, à côté de ça, je fais un peu de musique, c'est toujours été un truc dans la vie. Et de la créa aussi en dehors de la chaîne, de fiction au cours des derniers mois que je suis vraiment en train de développer beaucoup plus. T'as dit plein de trucs sur lesquels j'ai envie de rebondir. Et en même temps, j'ai aussi envie de commencer par le commencement. On va commencer par le commencement. Ce sera plus clair. Georges Lucas n'approuve pas. Certes. Je vais commencer par une question qui doit t'insupporter et je m'en excuse. Et si c'est le cas, tu n'es pas obligé d'y répondre. Pourquoi, à la toute base du début, t'as commencé par le fossoyeur de film? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce personnage? Tu m'as pas demandé où était la pelle. Elle est au pupus. C'est une petite anecdote que je vais raconter à différentes occasions, mais c'est assez rigolo. Enfin, je faisais à l'été 2012 un road trip avec Patrick Beau et Axolot. En fait, c'est 2012-2013, c'est l'année où on était coloc. Et on parlait de nos envies créatives au volant de ce bolide sur les routes en écoutant du Mr. Bungle. C'était marrant d'ailleurs, c'est parce qu'on était en Italie dans un musée du cinéma. Et je parlais de cette envie que j'avais de faire de la vidéo. Et en fait, ça faisait quelques années que je voyais des créateurs émerger. Et notamment, à l'époque, je regardais toute la clique autour d'une nostalgie critique. Il y a Angry Video Game Nerd qui a apparu, qui a été celui qui a déclenché en fait le phénomène des Angry Reviews. C'était un mec qui jouait ce personnage de nerd, qui s'énervait sur des jeux vidéo old school, qu'il n'arrivait pas à terminer. Et c'est le jour du grenier, s'est inspiré de ça à la base pour faire ça. Et côté cinéma, l'équivalent c'était nostalgie critique. Donc en fait, grosso modo, c'était pas vraiment de l'analyse de cinéma à proprement parler. Le mec regardait un film nul, il racontait en faisant des blagues dessus, et à la fin, pendant 2 minutes, il donne son avis, et voilà. C'est un mec qui a, je trouve, assez mal évolué. Les mecs de sa clique ont généralement assez mal évolué. Mais à l'époque, il était très drôle. En 2008-2010, vraiment, il me faisait marrer. Et c'était encore assez nouveau, il y avait une fraîcheur autour de ça. Et je me disais, putain, j'ai cette envie-là. Et c'était une année aussi où je renouais avec une forme d'écriture aussi un peu plus spontanée. Parce qu'avant ça, j'avais fait une thèse en oui, c'est ça. Tu viens d'un milieu très universitaire. Ouais, j'ai essayé de m'en échapper, de libérer l'esprit de ces trucs. Mais en fait, 2008-2011, j'avais fait une thèse. Et bon, l'écriture de thésard, c'est un parpaing. Et après, j'ai dû déconstruire ça. Après, bon, j'ai peut-être aussi un héritage un peu universitaire et un peu scolaire dans ma manière de structurer les trucs, et ça m'a apporté des choses aussi à ce niveau-là. Mais justement, pour libérer un peu l'écriture, ce truc très boom, j'avais envie de renouer avec une écriture plus légère, pas forcément dans ce que ça raconte, mais dans le ton en tout cas. Oui. Et c'était une manière de faire ça. Et du coup, voilà, on faisait ce road trip, je disais à Patrick, j'ai envie de faire des vidéos comme ça, mais j'ai envie d'avoir un personnage un peu improbable pour dire des choses sérieuses, mais pas forcément de manière sérieuse, qu'il y ait ce décalage, que ça soit distrayant à regarder. Puis voilà, j'ai toujours été très branché cinéma d'exploitation, et j'avais ce manteau noir dans ma garde-robe. C'est aussi comme ça, hein, j'avais ces mitaines de mes années à Stockholm. Je trouvais la littération fossoyeur de film, que ça fonctionnait bien, ça sonnait plutôt bien, j'aimais bien l'idée que t'as un mec qui est improbable avec une pelle, qui parle cinéma. Et en plus, c'était même pas prévu pour être un truc, c'est un petit peu... Aujourd'hui, quand tu te lances, il faut vraiment avoir ta catchphrase, il faut avoir ton truc qui te démarque, ton petit truc visuel.
Si on se souvient pas de ton nom, ah mais tu sais, c'est le mec qui porte des bretelles, le mec qui parle cinéma, qui Oui, pèse sur l'épaule, c'est tout ça. une image de communication. C'est très bien, ouais, c'est clair. Mais c'est venu plutôt spontanément. Je voulais juste ce décalage un petit peu marrant, qui soit évident, tout en étant pas évident. Il faut sur les films, je trouvais, ouais, j'aime bien m'habiller en noir, ça tombe bien. Et il y a ce truc un peu imaginaire, Ed Wood, j'imaginais ce personnage qui sort de la fumée dans un cimetière en carton-pâte, et ça me faisait marrer. Puis voilà, comme j'étais très fan, j'ai toujours été très fan d'Achille Talon, des trucs comme ça, la bande dessinée. Jouer aussi avec ce langage. C'est une bande dessinée en fait, qui a bercé mon enfance notamment, et qui a ce personnage qui a un langage très châtié, mais jusqu'à l'absurde en fait. Et c'est pour ça que, notamment les premières années, le Fossoyeur, le personnage avait une manière très particulière de parler. J'assume pas forcément aujourd'hui. Oui, je vois à ton visage que ta manière de dire le mot particulière. Moi, les 4 voire 5 premières années de ma chaîne, c'est une angoisse absolue. Mais aujourd'hui, tu m'attaches devant un écran, tu me fais regarder ça, c'est pire que la torture de la goutte. Ah, mais c'est horrible. Après, moi, en plus, j'ai appris vraiment sur le tas. Le premier Fossoyeur, c'est littéralement la première vidéo. Je parle pas des films que j'ai fait quand j'étais gamin, justement avec mon père, mais c'est littéralement la première vidéo que j'ai tournée, montée et offert à un public de ma vie. Du coup, à partir de là, j'ai commencé vraiment à étape 0 et j'ai enregistré cet épisode d'ailleurs avec le HK-Train dans lequel je suis en train de parler. C'est magnifique, c'est une magnifique boucle. Qui va peut-être mourir pendant Et du coup, voilà, non, c'est compliqué les premières fois. Mais en même temps, je cherchais vraiment une identité pour ce personnage et ma manière de parler à l'époque. Oh là, c'était très forcé, c'était je vois d'où ça vient, pourquoi j'ai fait ça, mais t'as pas trop de recul. Et même quand je sortais du personnage pour faire des critiques un peu plus à chaud de films à l'époque, je parlais vraiment différemment de ma manière de parler aujourd'hui. Ça me fout la honte, si tu veux, mais c'est en même temps j'ai de l'affection pour ça, parce que ça dessine un parcours, et je conçois le charme un petit peu cabossé que peuvent avoir ce genre de vidéos. C'est pour ça que le personnage du Fossoyeur est né comme ça. Et c'est pour ça aussi qu'au bout d'un moment, j'ai voulu l'arrêter. Parce que, en fait, dès lors que c'est devenu en fait, une chronique fiction et qu'il y avait une histoire qui était racontée, en gros, je vois 4 saisons pour le personnage du Fossoyeur. Il y a au début où j'étais devant mes posters, où il n'y avait pas d'histoire. Ensuite, quand ça a commencé à m'emmerder et que j'ai fait sortir le personnage de chez lui à vivre des petites aventures one-shot. Ensuite, quand j'ai commencé à construire un fil rouge, il était à la recherche du père. Et le dernier truc où il était à la recherche du film de genre ultime, qui est devenu en fait la fin du Fossoyeur. Mais tout simplement, j'avais pas envie de continuer à 50 balais, des posters à pelle sur l'épaule. Il y a un moment où la progression se termine. Et j'aime bien les fins. J'aime bien les fins narratives, les belles fins. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, je me suis dit, ok. J'ai décidé de la fin du Fossoyeur quand j'ai publié la chronique sur Barbarella. Et là, je me suis dit, ok, non. Maintenant, il faut être bien. Et c'est en fait le soir même, j'ai eu un coup de tête, j'ai publié sur Twitter. Au fait, il reste juste 5 épisodes. Ah, c'est fou. Et je fais, il y a Jimmy qui a cadré énormément d'épisodes et qui est un complice et avec qui j'ai même pas besoin de parler pour qu'on se comprenne sur un tournage, qui m'a envoyé un message qui fait, oh putain, ah ouais mon gars. Et là, une sorte d'excitation qui est montée, on s'est dit, ok, on aborde la fin. Et ensuite, j'ai construit tout le fil rouge jusqu'à ce dernier épisode, fin 2018. Ouais. En même temps, la plupart des gens qui, historiquement sur YouTube, ont construit ces personnages et cette manière particulière de parler, en sont revenus. Moi le premier, mais c'est pas parce que je voulais correspondre à un cadre ou quoi que ce soit, c'est juste que au bout d'un moment, je ne pouvais plus supporter d'écouter, quoi. C'est juste... Ton travail évolue, c'est normal. C'est ça, t'as envie de parler plus aussi fluidement. En fait, quand tu fais des trucs qui sont scriptés, c'est toujours le challenge d'arriver à faire un truc qui soit scripté, écrit, mais à le faire sonner comme si tu parlais naturellement. Oui. Et c'est assez compliqué, c'est un truc qui vient au fil du temps. Donc au fil des années, moi j'ai l'impression que ma voix s'est beaucoup plus posée. J'avais une intonation surtout parce que le ton était comique. Et beaucoup de gens me connaissent pour cet aspect-là. Alors que j'ai envie de faire aussi des trucs totalement sérieux. Et longtemps, je n'ai pas envie d'appeler ça la dictature du comique, mais il y a toujours cet endroit où tu te sens presque obligé de faire des blagues pour faire passer un propos. Ouais. Ce qui est bien entendu super quand c'est très bien fait. Mais c'est vrai que des fois, tu as envie un petit peu de t'en échapper. Il y a pas mal de formats que j'ai fait depuis 1 an et quelques qui sont beaucoup plus sérieux, notamment Caméra Obscura. Peut-être trop pour certains sérieux, trop hermétique, un peu ésotérique, mais dans ces cas-là, je ne vais pas du tout parler pareil, par exemple. Je vais parler de manière comme ça. Ça sera beaucoup plus proche du micro, beaucoup plus bas et avec moins de dynamique. Tandis que sur des formats plus classiques, je vais essayer d'avoir beaucoup plus de dynamique dans la voix, d'attaquer une phrase par le haut aussi pour que ça te fasse un petit peu des montagnes russes, on va dire, sans aller jusqu'aux extrêmes des débuts de la chaîne. Où là, c'était vraiment juste un automate, quoi. Du coup, naturellement, on se redirige vers un petit peu plus de naturel selon les envies. Après, il y en a certains qui continuent avec un personnage qui parle volontairement d'une certaine manière. Là, j'ai pas l'exemple qui me vient en tête, mais des fois, c'est justifié de continuer à parler d'une
d'une certaine manière. Après voilà, tout le monde a envie aussi d'aller vers plus de facilité, plus de fluidité, et généralement ça passe aussi par le fait de renouer avec ta manière naturelle de parler, trouver un équilibre entre les deux. Et c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. J'imagine, mais c'est complètement du jeu d'acteur en fait. Complètement, ouais. Et t'as le même parallèle dans le jeu d'acteur. Enfin, souvent, t'as l'impression que pour jouer, quand tu sais pas encore jouer, t'as l'impression que pour jouer, il faut être quelqu'un d'autre et que du coup, tu vas déformer beaucoup de trucs de toi. Alors qu'en fait, tu peux tout autant utiliser ta voix, etc., pour faire un personnage qui n'est pas ta personnalité. Mais c'est marrant parce que j'ai eu un très gros blocage sur les voix off en 2015, je me souviens. Où justement le type d'énergie que je déployais sur une voix off, sur l'enregistrement d'une voix off, n'était pas bien canalisé. Et en fait, il y avait toujours cette envie de faire quelque chose de parfait, qui paradoxalement, plus qu'il y avait cette espèce d'impératif de perfection, je ne sais pas si ça s'est entendu les guillemets que j'ai mis, par rapport à une sorte d'idéal qui était en fait qui était très manufacturé et qui finalement sonnait assez artificiel, ce qui fait que ça me bloquait. Et en fait, plus ça allait et plus en fait je terminais la moindre voix off, j'étais dans un état, mais comme si j'avais couru un marathon, quoi. J'avais presque le dos bloqué de tension, en fait. J'arrivais pas du tout à me détendre. Et je suis arrivé à un point tel qu'en 2015, j'avais un blocage incroyable. Genre, j'allais pas bien en plus à cette époque, et je sais pas, vraiment j'abordais chaque truc, c'était la fin du monde. C'est le moment en fait où j'ai commencé à parler très vite sur les vidéos, parce qu'il y avait une sorte de fuite en avant, et ma diction à ce moment-là était vraiment, mais je bombardais. Je laissais en plus peu d'espace entre les phrases. Je me cherchais beaucoup à ce moment-là. Je me cherche toujours beaucoup, mais là, à ce moment-là, j'étais un petit peu en mode... J'étais arrivé à un premier mur dans la gueule sur la chaîne, et de manière créative en général, et j'avais besoin de passer par-delà. Donc là, je rôdais face à mon mur, j'essayais de gratter un peu, je regardais ce qu'il y avait au-dessus. En fait, ce qui m'a débloqué, et c'est pas arrivé comme ça d'un clin d'œil, mais ce qui m'a débloqué, c'est accepter l'imperfection. Ce qui, paradoxalement, va te rendre bien meilleur, parce que beaucoup plus détendu. Ne plus être dans une fuite en avant et juste prendre ton temps, ce qui paradoxalement va te faire gagner du temps parce que tu feras pas 54 prises. Une page de voix off, à cette époque où ça allait pas, ça m'est arrivé de mettre 1h45 à enregistrer une page de voix off. Ouais. Aujourd'hui, je le fais en 10 minutes. Ouais. Et ça sonne tellement mieux. Et c'est con, hein, mais c'est vraiment... Et c'est un truc qui me débloque pas mal, c'est en fait arriver à dédramatiser ce que tu fais. Et te dire que s'il y a un bruit de bouche, si à un moment je fourche un tout petit peu sur un mot, si j'ai pas l'intonation qu'il faut on s'en fout en fait. Et c'est pas une question d'être laxiste ou quoi que ce soit, ou laisser passer des trucs qui sont imparfaits, c'est vraiment justement laisser passer ce qui est imparfait dans le bon sens du terme, qui est humain. Et qui, quand tu l'entendras, va sembler totalement naturel. Personne ne se fera réflexion, il y a un souci là. Mais tu vas arriver à te dire, mais c'est pas grave. C'est juste pas grave. Je crois que c'est vraiment cette phrase-là qui résume le truc, ce n'est pas grave. C'est un sujet qui revient souvent dans le podcast, l'acceptation de l'imperfection, parce que pour le coup, dans l'art, c'est... Pour beaucoup de gens, c'est ce qui bloque aussi pour se lancer dans quelque chose. Oui, complètement. Ou si ça te bloque pas au moment où tu te lances, ça te bloque forcément à un moment si tu n'acceptes pas. En fait, on peut pas... Je crois que c'est dans l'épisode avec Anthony Lopez où on parle beaucoup de ça. La perfection, en soi, ça n'existe pas. Et si tu te bloques à atteindre absolument la perfection, tu vas pas... Tu vas juste jamais avancer, en fait, parce que tu vas pas réussir à passer ce truc-là. Et le moment où tu passeras au-dessus, c'est le moment où tu acceptes que ce soit pas parfait, en effet. Et dans ton cas, c'est passé du coup par la voix off de te rendre compte que c'était plus naturel et que ça sonnait mieux quand tu acceptais l'imperfection. Et dans son cas à lui, pour le coup, qui lui est peintre, dans des arts visuels plastiques, ça passe plus par te dire que de toute manière, un truc qui sera parfait, si ça peut exister, même si ça n'existe pas, n'aura du coup aucune émotion, parce que l'émotion en elle-même est imparfaite et que tu peux rien faire passer. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que tu as créé raconte. Et c'est le cheminement. Et en tout cas, l'imperfection raconte des trucs beaucoup plus intéressants pour la plupart des gens que... Et même, c'est quoi cette perfection qu'on cherche ? Mais en fait, la plupart des gens... Je vous le demande, moi aussi. C'est ça, parce que en fait, personne ne sera en mesure de te décrire ça. Quand je te disais, j'étais bloqué par cet impératif de faire un enregistrement de voix off parfaite. Au bout d'un moment, c'était quoi ? C'était juste correspondre à cette image que je pensais être nécessaire sur l'intonation que je devais avoir, le rythme de parole que je devais avoir, le type de rythme qu'attendait le public, peut-être, à un niveau inconscient. Donc je sais pas, en fait. Même cette perfection, c'est juste plus une sorte d'idéal, de faux idéal inatteignable qui, en fait, te bloque complètement parce que ça te limite ta marge de manœuvre et tu te sens plus libre. Et quand tu te sens plus libre, il n'y a plus de choses spontanées qui se passent, alors que c'est les choses les plus intéressantes. Aujourd'hui, vraiment, ce que je recherche, c'est ces petits moments de création, en fait, où ce que tu as fait te dépasse. Où tu dis, putain, mais c'est moi qui ai fait ça ? Et ça, c'est fou. Et pas au sens où tu plagies quelqu'un, hein. Pas au sens où c'est moi qui ai fait ça. Ah non, d'accord, c'est écrit ailleurs. J'ai bien compris. Au sens où tu te dépasses un peu, tu fais d'où j'ai sorti de ça de ma tête Et c'est ces moments, en fait, et surtout quand tu as toujours le nez sur ce que tu crées, où justement, un des trucs, c'est d'avoir du recul, ce qui est très difficile à avoir.
Ces moments en fait où tu n'as plus l'impression que c'est toi et d'un seul coup, d'un claquement de doigts, tu as cette forme de recul et tu peux juste, en toute sérénité, regarder ce qui a été créé. Et... Puis le fait que tu as la sensation que ça dépasse, il y a aussi un truc très agréable dans le fait qu'il y a une petite transcendance, où il y a un truc qui... tu as l'impression d'être connecté à un truc un peu inconnu. Et c'est pour ça d'ailleurs dans les caméras obscura, ce que je fais avec ce format, c'est justement sur ces moments-là, où ce que tu ressens en tant que spectateur, ou ce que tu crées, où tu vas un peu plus loin. Il y a une sorte de mystère qui est assez excitant à ce niveau-là. C'est parfait que tu reparles de caméra obscura parce que j'allais justement rebondir là-dessus. J'ai abandonné l'idée de faire chronologiquement parce qu'en fait ça ne me convient pas. Faisons un truc à la Tarantino. Ça ne me convient pas du tout. Tout à l'heure, quand tu as fait l'introduction de l'intégralité de ton travail, tu as parlé de ce truc d'avoir un texte, que si le texte suffisait à lui-même, ça servirait à rien d'y ajouter une image et que du coup tu y ajoutes une image. Oui. Voilà. Oui, plus ou moins. Voilà, c'est ça. Enfin, ça sert à rien, ça peut la rendre plus agréable, mais c'est vrai que ça n'apporte rien en termes de ce que ça dit, souvent. Oui. Oui, je suis d'accord. Je sais plus exactement si tu as parlé de ça. Non, je crois que tu n'as pas parlé de ça en même temps que Caméra Obscura, mais ça me fait beaucoup penser à Caméra Obscura, parce que ça pourrait être un texte qui se suffit, mais les images que tu y ajoutes, y ajoutent. C'est ce que tu veux dire. Mais justement, en fait... question. Et du coup, c'est le schmilblick. C'est le schmilblick. Mais non, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, le truc, c'est parce que je n'y ajoute pas des images. C'est que c'est un peu particulier Caméra Obscura en termes de processus. C'est que je l'aborde pas du tout comme création de vidéo classique. C'est que j'écris pas le texte et ensuite je monte les images par-dessus. C'est que je fais des expériences de montage visuel. Le texte, c'est généralement, j'ai balancé des idées sur un frame. En fait, c'est du lâcher-prise complet, Caméra Obscura. Et là, je suis en train de monter le nouveau. Je suis vraiment à l'étape du montage. Je ne sais toujours pas ce que ça raconte. D'accord. Et c'est hyper intéressant, c'est trop bien. J'en ai marre des trucs trop cloisonnés, des démarches fermées. Et ça peut être très bien. Hein, je continue à pouvoir m'éclater sur une démarche entre guillemets fermée, au sens où tu as les étapes qui arrivent les unes après les autres, c'est fait, tout, paf, pouf, c'est un objet identifiable. Mais justement, Caméra Obscura, j'ai eu envie de faire complètement éclater ça. Je pars généralement d'une idée générale, d'une volonté d'atmosphère. Par exemple, le nouveau, il va s'appeler Fragment, au pluriel. Okay. Je sais que j'avais envie d'écrire là-dessus. Je ne savais pas pourquoi. Et qu'est-ce que ça m'évoque ? Les fragments d'identité qu'on a, les fragments d'images qu'on colle ensemble au montage pour en faire un film, toutes les dimensions en fait que pour prendre fragments sur l'art et le cinéma et sur ce que ça évoque en nous de manière plus large. C'est peut-être aussi une volonté de pousser les murs et de finir par parler d'un truc qui n'est pas forcément lié au cinéma, mais en fait juste à travers peut-être le prisme du cinéma au début, mais après s'en échapper complètement. Et du coup, je jette quelques idées sur la page. Je vais chercher des extraits ou du matériau de base qui évoquent en fait cette thématique ou certaines idées. Je les mets sur mon banc de montage, je commence à expérimenter. Je change les couleurs, je vire les couleurs, le format, le truc, le machin. Je prends des moments, j'y colle une musique qui n'était pas sur l'extrait original, mais justement qui va lui faire prendre une autre ampleur. Je l'aborde en fait comme un collage, un découpage et du collage. Comme si vraiment j'avais mes feuilles, je les découpais à la main. C'est pas propre, Caméra Obscura, ça déborde, des fois c'est mal découpé et tout ça, mais il y a ce côté collage vraiment volontairement chaotique. Et je colle tout ça ensemble, je vois ce que ça commence à dire, et par rapport à certains extraits, certains moments d'atmosphère, ça me débloque l'écriture. Je retourne au stade de l'écriture, je commence à écrire des choses. Je vais enregistrer une moitié de voix off, par exemple, commencer à voir comment ça interagit avec les images, réécrire un truc, le réenregistrer, et ainsi de suite. Et en fait, l'écriture et le montage, puisque le montage est une autre forme d'écriture, se développent parallèlement. Et en fait, avec les Caméras Obscura, c'était vraiment une volonté de donner beaucoup plus d'espace aux images pour parler d'elles-mêmes, beaucoup plus d'espace pour l'atmosphère à se développer, et moi parler beaucoup moins. Bon, après, il y a je lutte contre la partie de moi qui est beaucoup plus dans le contrôle et qui essaie de revenir à, non mais les gens vont pas comprendre, donc explique plus. Et donc j'écris plus, et je me dis non merde, bon, c'est pas grave. Donc vraiment, c'est une sorte de duel permanent en moi pour arriver à être dans beaucoup plus de lâcher prise et pas avoir peur d'accoucher dans le contexte de la chaîne d'un truc beaucoup plus expérimental qui peut-être laissera beaucoup de gens sur le carreau parce que je suis pas assez clair, j'en sais rien, mais c'est pas la volonté d'être clair en fait. Caméra Obscura, t'es pas forcément censé le comprendre, t'es censé juste partager un trip atmosphérique. Si au milieu il y a des moments qui sont déclamés, moi avec ma voix, ou juste des moments d'atmosphère avec les images elles-mêmes qui te toucheront, tant mieux quoi. C'est plutôt ça la démarche. Donc j'ai vraiment essayé de déconstruire, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une anti-chronique ciné classique. C'est pas une chronique, c'est pas une critique, c'est pas un décortiquage, une analyse. Je n'ai pas envie d'analyser, j'ai envie de partager la dimension du sensible. Après, c'est complètement une réaction aussi à mes envies en tant que spectateur et ce que je vois sur les réseaux sociaux et aujourd'hui et de manière générale dans le monde, où
on est dans une cacophonie constante. Moi, j'ai juste envie de fermer ma gueule. J'ai envie de silence, en fait, aujourd'hui. Et plus je peux fermer ma gueule, plus je peux prendre ce recul et être dans le silence, plus ça... J'ai la sensation d'un seul coup de pouvoir respirer et pouvoir laisser l'espace aux images et aux différentes choses de parler elles-mêmes. Caméra Obscura, donc c'est une pure résultante de cette envie profonde. Et c'est pour ça que je galère, je suis en train de monter la nouvelle, là, je ne sais pas ce que ça raconte, ça me fait un peu peur, mais en même temps, bon, c'est la règle du jeu, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant. J'imagine, du coup, avec tout ce que tu dis, qu'à la base, tu es quelqu'un qui a extrêmement besoin de contrôler tout ce que tu fais, de savoir ce que tu vas en faire et que ça ressemble à ce que tu avais prévu à la base, et de contrôler comme ça. Comment t'en es arrivé à faire ça? Parce que c'est pas le contrôle, hein. Caméra Obscura. Personnellement, moi aussi, être une personne qui a extrêmement besoin de contrôler tout ce que je fais et qui est un gros frein artistiquement, parce que le côté artistique demande beaucoup de lâcher prise. Ça me demande beaucoup d'efforts pour pouvoir lâcher prise. Et surtout, j'ai eu un temps de réflexion sur moi-même énorme pour me dire, en fait, là, il faut que tu arrêtes de contrôler, parce que si tu contrôles, ça va pas marcher. À quel moment, toi, tu t'es dit ça, en fait? À quel moment tu t'es dit, en fait, là, faut pas que je contrôle, et c'est comme ça que j'ai envie que ce soit? Bah, et en fait, c'est vraiment une question d'équilibre entre les deux. Il y a toujours, quoi qu'il arrive, aussi une dimension de contrôle, parce que tu es obligé de contrôler un minimum pour juste concrétiser une vision ou un truc ou un machin, donc il y aura toujours cette dimension-là. Je sais pas, j'ai peut-être peur qu'on me comprenne pas, j'ai peur de me faire voler ma vision ou ce que je voulais faire par les circonstances. Donc il y a cette volonté aussi. C'est pour ça que j'ai eu toujours de mal à déléguer. J'ai toujours du mal aujourd'hui, et avec par exemple mes collègues de Pandora Création dont je te parlais, aujourd'hui j'arrive beaucoup plus à me détendre par rapport à ça et à laisser beaucoup plus de marge de manœuvre. Mais arriver à déléguer le montage, par exemple, qui est une forme d'écriture et qui dit beaucoup de choses, il y a un rapport au rythme particulier, c'est un crève-cœur. Mais après, sur certains montages, par exemple, certains trucs beaucoup plus codifiés, là, tu peux le faire. Et aujourd'hui, je suis arrivé à un moment où un tel degré d'étouffement par rapport à ça que quand j'accueille le travail de quelqu'un et le regard de quelqu'un, ça fait un bien fou. Au contraire, je recherche ça. Mais c'est vrai qu'en étant là-dedans et en plus en étant un indépendant et pendant des années en ayant vraiment bossé seul sur absolument tout, il y a ce truc de contrôle qui est là, tu fais tout, tu n'arrives plus à déléguer, t'es juste à... Et c'est là, par exemple, que c'était cette volonté de contrôle qui m'a fait ce blocage complètement dingue sur la voix off. Oui. Donc progressivement, en fait, plus ça allait et plus ça allait pas. Et en fait, le contrôle, progressivement, s'est mis à m'étouffer de plus en plus. Et l'équilibre qu'il devait avoir avec une forme de lâcher prise était complètement disproportionné. Donc ça s'est vraiment affirmé au fil du temps. Et plus, en fait, ces dernières années, plus on a progressé, même en travaillant sur les derniers Fossoyeurs et tout ça, l'équipe s'est étoffée et juste arriver à concrétiser quelque chose collectivement, c'est devenu une fierté incroyable pour moi. Et j'adorais découvrir cette sensation justement de « Ah bordel !» J'adore les effets spéciaux de Romain qui a fait les effets, j'adore le cadrage qu'a pu me faire Jimmy là et tout ça, et collectivement qu'on puisse aboutir à ça. Et donc Caméra Obscura, c'est vraiment moi qui trouve que l'évolution va pas assez vite. Donc je me mets un coup de pied au cul justement pour pouvoir... et pour moi, je suis pas encore allé assez loin. Je pense que le Caméra Obscura ultime, il n'y aura pas de voix off. Ça sera un pur objet de montage expérimental. Mais j'y suis pas encore. Et là, je sens que déjà sur le 3e épisode que je suis en train de monter, le concept est en train de me mettre des coups de pied. Allez, vas-y, va jusqu'au bout du truc, vas-y, fais ton truc ultime là, sans voix off. Et là, je suis là, je vais peut-être mettre une petite phrase ici quand même pour expliquer ou machin. Donc c'est vraiment le truc du lâche prise. Mais le lâcher prise et cet impératif de rétablir un équilibre et cet impératif de lâcher prise, c'est un truc qui est valable à tous les niveaux de ma vie. C'est pour ça que à peu près même début année 2010, tout ça, je me suis mis au chant parce que en fait j'avais la sensation de ne jamais avoir maîtrisé ma voix. J'en ai eu marre. J'ai voulu apprendre comment tu maîtrisais ta voix, la colonne d'air, comment faire la compression, comment. En fait, quand je parlais, à l'époque, si je t'avais parlé ce que je viens de dire là, ma gorge serait en train d'être juste complètement inflammée et juste je serais ultra fatigué de la gorge. Et c'est justement parce que je fais ce travail sur ma voix et sur le fait de la contrôler, presque trop aujourd'hui, que ça m'a permis de faire ce que je faisais. Les fois où j'ai pu monter sur scène pour la musique, pour le théâtre et tout ça, c'est que des mises en danger volontaires, mises en danger entre guillemets, pour justement sortir de cette zone de confort et être dans un plus grand lâcher-prise. Une de mes grandes tragédies dans la vie personnelle, et je suis assez chanceux si c'est une tragédie, c'est de ne jamais avoir pu lâcher prise sur scène. Et ne jamais avoir connu ce moment que je fantasme où tu es dans le moment. Ce fameux truc dans le moment. Vraiment arriver à avoir ce truc où tu t'oublies. Je fantasme de ouf sur ce moment que je ne connaîtrai sûrement jamais. C'est drôle, c'est une discussion que j'avais avec un ami il y a peu de temps, qui est comédien aussi.
On fantasme tous sur ce qu'on est censé vivre sur scène. Et on parlait surtout du fait d'être au présent, comme tu dis, de vivre le moment, en l'occurrence, qui est, pour moi, dans mon cas très personnel, le seul endroit sur le monde entier où je vis au moment présent, sur scène. Peu importe ce qui s'y passe. Bah, je t'envie ça. Mais, Vraiment. mais c'est pas pour autant que je fantasme pas plein d'autres trucs, tu vois, de lâcher prise aussi, qui pour moi est pas la même chose que vivre le moment présent. Ouais. Parce que le lâcher prise, c'est quand même, pour moi, c'est encore autre chose, tu vois, c'est limite t'es au-dessus de ton corps, tu vois. Mais je sais même pas si c'est faisable. Je pense que c'est un fantasme que j'ai. Si ça se trouve, personne n'a ça, je sais pas. Ah si, quoi, je te confirme que si. Ah, si Et oui, moi c'est pareil, c'est vraiment cette sensation, bah, encore une fois, c'est pour ça que je cherche ces moments où tu n'es plus toi-même, si tu veux, où tu te dépasses. Pas au sens où tu vas au-delà de tes limites, tu fais une super performance et tu cours le 100 mètres en 9,99. Non, c'est vraiment ces moments où tu te dépasses, ces moments où il y a quelque chose d'un peu mystérieux qui se passe. Et effectivement, je pense que dès que tu es un petit peu créatif, tu fantasmes de fou sur ce genre de lâcher prise parce qu'on cherche une sorte de truc qui est une transcendance, quoi. Et c'est justement, c'est peut-être une manière d'enchanter, de réenchanter son monde parce que ça t'indique qu'il y a quelque chose qui t'échappe. Ouais. Et c'est rassurant. Parce qu'il y a c'est quelque chose de. beau. Mais c'est vrai, c'est ultra rassurant, notamment en plus, particulièrement aujourd'hui, où il y a ce quelque chose qui est et qui va devenir cette espèce de Graal personnel que tu as plus envie de chercher. Parce que si tout est codifié et tout est bien sagement créé entre des barrières, c'est pas très excitant, quoi. Ouais, tu finis par créer comme tu pointerais à l'usine, quoi. C'est juste, je vais faire ci et ça, et puis là, c'est le moment où ce moment intervient, boum, bam. Voilà, je fais ma journée. Il y a des moments où tu veux un décrochage, tu veux un petit peu de... C'est cette sortie du corps. J'ai envie de dire c'est une dimension spirituelle, mais c'est spirituel, c'est pas grandiloquent de dire ça, c'est vraiment au sens où tu cherches un truc en plus qui va pas forcément donner des réponses, mais qui va te dire tiens, il y a autre chose. C'est plus excitant et ça, c'est un truc vraiment qui va me driver. Tu as cette particularité, c'est pas le bon mot, mais disons que dans le milieu YouTube, c'en est une, mais je pense pas que ce soit par choix des personnes qui ont des chaînes YouTube, je pense que c'est par fermeture de la société. Mais, je vais finir ma question, sinon ça ne veut rien dire, d'avoir pu toucher à plein de trucs très différents sur ta chaîne. J'ai même eu l'impression de ressentir qu'à un moment, on t'avait critiqué pour ça, des moments, enfin que les gens étaient perdus. De toute façon, T'as l'air de tout dire le ça monde dans un critique des tout, bilans. donc Oui, au certes. bout d'un moment, on m'a sûrement critiqué sur absolument tout ce qui est critiquable, j'imagine, mais comme tout le monde, quoi. Enfin, c'est normal. Mais c'est vrai que c'est un truc qui, particulièrement en France, on est très... Enfin, quand une personne fait un truc, elle fait un truc. Elle fait pas 1000 trucs. Je suis pas du tout d'accord avec ça, hein. Je le dis comme si j'étais d'accord, mais vraiment pas. Ah ouais. Mais on a beaucoup ce problème en France dans tous les corps de métier possibles. Et toi, tu t'es quand même permis d'aller toucher à différents trucs, donc, parce qu'à un moment, tu avais le projet des Douettes aussi, avec la musique. Mais c'est comme ça que j'ai commencé la chaîne, avec la Oui, musique. c'est vrai que tu expliques ça au début. Dans certains de tes bilans, tu parles beaucoup de te mettre en danger et de tester de nouvelles choses pour te mettre en danger. Tu en as parlé aussi tout à l'heure. Est-ce que du coup, le fait que tu aies fait plein de formats différents, est-ce que c'est une question d'envie ? Ouais. Et / où est-ce qu'il y a aussi cette idée d'essayer plein de trucs pour essayer de toucher le lâcher-prise quelque part ? Ah, et clairement les deux, ouais. Encore une fois, sur les trucs très codifiés, c'est pas là que tu vas vraiment le trouver, le lâcher-prise. Ou ça sera un lâcher-prise au sens où tu lâches prise avec t'arrives à te détendre. À dire, je prends plaisir à faire, et je prends aussi plaisir à faire des trucs simples et codifiés. Mais c'est clairement pour une question d'envie, du fait que je me lasse extrêmement rapidement. Parce que je me lasse de moi-même très rapidement. Mais vraiment, c'est une manière d'échapper de soi. Moi, il faut que je m'échappe de moi parce que je me fais chier avec moi-même. Je suis très mauvaise compagnie avec moi-même. Et c'est aussi une volonté d'échapper aux étiquettes. Mais après, c'est pas uniquement ça, et c'est pas ça la première raison, parce que ça, c'est... Je vais pas faire tout ce que je fais juste pour échapper à une étiquette. Je sais que jusqu'à la fin de ma vie, beaucoup de gens m'accoleront l'étiquette de critique YouTube, quoi que je fasse. Même si demain, je quitte YouTube et je commence une carrière de... je sais pas quoi. J'aurai cette étiquette, parce que c'est aussi comme ça que l'esprit humain fonctionne. Et ça, aujourd'hui, plus que jamais, dans un flot d'informations et de gens continus sur les réseaux, sur Internet et dans la vie, tu es obligé d'avoir des repères de plus en plus simples et de plus en plus facilement accessibles par raccourci. Donc en fait, le phénomène d'étiquette, aujourd'hui, devient de plus en plus énorme. Ce qui est paradoxal, parce qu'on a des vies qui n'ont jamais été aussi augmentées, qui n'ont jamais autant changé qu'aujourd'hui. Mais justement, plus le monde devient complexe et rapide, plus on a cette volonté de simplifier absolument tout. C'est pour ça qu'en 2020, dans un contexte qui n'a jamais été aussi incertain,
où absolument tous nos repères au quotidien ont volé en éclats et que la moindre information qui pourrait structurer notre quotidien est sujette à un milliard de débats, on est dans le flou permanent. Ce qui fait que ça a donné lieu à toutes les dérives de l'esprit humain pour arriver à se trouver des repères. Donc le conspirationnisme, donc tout ce que tu veux, quoi. Et c'est toutes les formes de fiction qu'on va s'inventer pour arriver à vivre au quotidien, tout simplement. Donc la pensée conspirationniste, je la cautionne bien entendu absolument pas, mais je peux comprendre d'où elle vient, quoi. C'est juste on a besoin de ces repères de plus en plus simples. Et c'est dangereux parce que ça conduit à tous les amalgames. Et même de la part de gens intelligents et de la part de gens bien intentionnés, ça donne lieu, notamment sur les réseaux, dans ce flux permanent où tu peux plus prendre le moindre recul, ça conduit à tous les raccourcis, tous les amalgames possibles et imaginables. Encore une fois, même venant de gens bien intentionnés de base, c'est ça qui est complètement dingue. Du coup, ouais, ce domaine d'étiquette, il est là pour rester. Et ça, il y a pire étiquette à avoir aussi, hein. Moi c'est bon, hein, j'ai pas non plus à me plaindre. Mais il y a cette volonté aussi de s'échapper de ce qui est trop codifié, en fait. Et dès qu'un truc est trop codifié, ça m'emmerde. Et c'est pour ça qu'en fait, à un certain niveau, j'ai de la chance d'avoir la visibilité que j'ai aussi, le confort de création que j'ai aujourd'hui avec le public qui est aussi très curieux et qui est là. C'est parce que j'ai jamais joué le jeu de YouTube. Jamais totalement. Il y a toujours un truc, dès que j'ai eu une catchphrase, je l'ai abandonné. Dès que j'ai eu un truc trop fermement établi, je suis parti dans une autre direction. Et voilà, la chaîne que je fais, c'est pas une chaîne d'une personne dont le seul objectif c'est d'aller à 1 million d'abonnés. Je sais que j'irai probablement jamais au million d'abonnés par exemple, mais c'est parce que j'ai pas envie de jouer ce jeu-là. Et que si je devais les jouer, je communiquerai d'une certaine manière sur les réseaux sociaux, je serai très présent, je ferai du contenu beaucoup plus, et encore, contenu, ça sera un autre sujet de discussion, c'est un mot avec lequel j'ai extrait vraiment énormément de mal, mais pour le coup, ça serait vraiment du contenu, je proposerai du contenu beaucoup plus souvent et beaucoup plus axé sur l'actualité, souvent pour enfoncer des portes ouvertes, mais on est dans un monde aujourd'hui où quand tu dis être méchant, c'est pas gentil, c'est considéré comme juste le summum de la pensée philosophique subversive. J'ai dit, bon, est-ce que j'enfonce des portes ouvertes juste pour moi ou c'est vraiment, je sais pas, donc c'est très compliqué de se positionner par rapport à tout ça. Cette volonté de changer, c'est un truc qui est là, c'est pas une question que je me pose, j'ai besoin de le faire pour justement continuer à ressentir du plaisir dans la création parce que je m'emmerde très rapidement et quand je m'emmerde, au bout d'un moment, je perds toute notion de sens dans la création et si j'ai pas de sens, aujourd'hui plus que jamais, enfin, ça me déprime au plus haut point et je deviens quelqu'un de malheureux du coup. Et donc il y a une sorte de fuite en avant, constructive je l'espère, à ce niveau qui est permanente, qui fait que en fait, plus le temps passe et moins j'arrive à me poser sur un truc. Là je viens de passer 1 an justement avec une nouvelle existence de la chaîne, une nouvelle configuration. Et là je sens les murs. Et j'essaie de les pousser là, j'essaie vraiment de les pousser de chaque côté. Mais déjà je sens ces murs là. Par exemple, parmi tous les trucs que j'ai fait cette année, il y a un vieux format que j'avais fait sur Dailymotion qui s'appelait Film Wars, sur les productions de films difficiles. Ouais. C'est un petit format, pas prise de tête, qui est sympa, que en tant que spectateur, j'adorerais sûrement regarder. Vraiment, tu prends avec un café, ça prête pas forcément à conséquence, mais c'est agréable. Mais déjà, j'ai pas voulu remettre les versions de l'époque de Dailymotion de 2015 telles quelles sur la chaîne parce que je suis mort de honte en les regardant. J'ai voulu les actualiser, les étoffer, en faire autre chose. Ne pas en faire une simple accumulation d'anecdotes que trouver sur Wikipédia, mais proposer derrière chaque fois un fil rouge, un propos un peu plus global sur les réalisateurs, sur le truc, sur le machin. Donc il y a eu tout un processus de remake. Je me suis amusé sur les 3 premiers épisodes. Le 4e, j'ai eu un retour de bâton dans la gueule. Je ne l'ai pas encore publié d'ailleurs, j'ai fini fin décembre. En fait, je me suis amusé pendant 90% de l'écriture et du montage. Et là, les 10 derniers pourcents, je me suis dit, ouh, mais c'est pas ça que... Et je me suis repris en fait toute cette lassitude que j'avais par rapport à l'ancienne configuration. Pendant quasiment 95% du truc de Film Wars, des remakes, c'était vraiment comme remettre des vieilles pantoufles confortables. Je me disais, ah, c'est sympa, tiens, machin. Bon, peut-être que mes mollets ont un peu enflé, je vais pouvoir aller plus loin avec ces pantoufles, je sais pas. Et d'un seul coup, bam, retour de bâton sur, ah putain, même ça, j'arrive pas à m'en contenter. Et j'adorerais pouvoir être un peu plus relax par rapport à ça. Et encore une fois, en tant que spectateur, c'est des trucs que j'aimerais vraiment regarder, je prendrais du plaisir à regarder. Mais en tant que créateur, je n'arrive plus en fait à créer ça. J'ai la sensation en fait d'être à côté de qui je suis. Ouais, je comprends. Cette espèce de truc de dissonance avec l'image que tu peux avoir, l'image que tu renvoies. Et je sais qu'après 1 an à créer, à confectionner des trucs qui ne sont justement pas du tout de la critique ciné ou de la chronique ciné classique, qui sont encore une fois, voilà, du documentaire, du court-métrage, du truc, du machin, j'envoie le signal en faisant les films Wars que ah, ça y est, le vieux Fossoyeur est revenu. Et il y a des gens, c'est fou, parce que des fois je ne publie pas pendant 1 mois, et je reviens avec une vidéo sur laquelle j'ai bossé pendant 1 mois, machin notamment, les gens me souhaitent bon retour, comme si j'avais abandonné YouTube.
sais, il y a ce truc de rapidité Ouais. qui est. Et c'est des gens qui, encore une fois, sont super bien intentionnés, ça me fait Oui, plaisir, bien mais sûr. Ouais. ça témoigne d'un mécanisme de pensée aussi qui est derrière les réseaux et Ah derrière ouais. YouTube, en termes de rapidité, en termes de productivité, qui t'engouffre. J'ai pas 20 piges, quoi. Je fais pas partie d'une génération qui a vraiment grandi avec les écrans. Je suis pas encore dans cette partie de ma vie où vraiment juste je vais pouvoir me faire un gros burn-out dans cette logique-là et ensuite en revenir. Le burn-out, je l'ai déjà fait, c'est bon. Et je ne peux plus en fait créer sans, avec cette sensation de ne plus avancer Bah à oui. chaque instant, en Ouais. fait, à chaque étape de la création. Je suis un diesel, moi. Je vais à 2 à l'heure. J'attends vraiment d'être acculé à chaque changement de paradigme dans ma vie, en fait. J'attends d'être acculé au dernier degré. Je fais, oh putain, j'ai exploré absolument toutes les facettes de cette situation que je ne peux plus, en fait, que je ne peux plus encadrer. Et là, je vais prendre un virage. C'est bon. Et une fois que j'y suis, là, j'y suis à 200%. Mais ça me prend du temps quand même de faire ce virage. Et là, je suis dans ce virage-là. Et là, par exemple, j'ai profité de la fin 2020 et justement du deuxième confinement, qui n'était pas un confinement, donc on va l'appeler le non-confinement, pour finalement, ça y est, juste. J'ai l'impression d'être une cocotte minute et ma manière d'aborder la fiction que je portais en moi, à laquelle je n'avais pas encore donné vie, j'en ai profité pour le faire. Et j'ai commencé, j'ai mis un pied à l'étrier. Je fais ça de mon côté, sans enjeu, sans impératif, sans rien, sans savoir ce que je vais en faire. Mais j'expérimente avec l'image, je fais mes expériences de mon côté, je crée. Et ça fait un bien, mais complètement dingue. Et le fait que ça soit à l'extérieur, en fait, de cette sphère YouTube Ouais. et de ce truc très contrôlé que c'est devenu, ça fait un bien complètement dingue. Et je ne veux pas poster ces trucs sur YouTube. C'est terrible à dire, en fait, Mais parce non, que mais c'est bien. Enfin, ouais, tu vois, il n'y a pas c'est de. comme s'il y avait deux logiques, en fait, qui cohabitaient. Et en fait, par exemple, si le truc que j'ai tourné, je le monte, je le mets sur ma chaîne YouTube, c'est terrible à dire, mais en fait, au moment où je vais mettre sur ma chaîne YouTube, ça sera plus un film, ça sera un contenu. Ouais. Ouais, je comprends ce que tu veux Et dire. c'est une autre logique. Et le mot contenu, alors j'en parlais juste avant, mais c'est devenu un truc que tout le monde utilise maintenant, même moi, par automatisme, parce qu'en fait il est partout. Même dans l'espace YouTube qu'on a en tant que créateur, l'onglet vidéo n'existe plus. Il a été remplacé par un onglet contenu. Et c'est pas innocent. Quand Disney, à la fin 2020, fait un communiqué pour dire qu'en fait, ils vont abandonner petit à petit les salles et qu'ils vont se concentrer sur les plateformes de streaming, le communiqué parle de création de contenu pour satisfaire des clients. Yes. On n'est même plus. Et je sais que c'est une industrie, le cinéma. Il y a Oui, toujours cette mais dimension. bon, ça reste de l'art, quoi. Mais je préférais le mot produit au mot contenu. Parce qu'au moins, produit, ça te la faisait pas à l'envers. Ça disait ce que ça voulait dire, quoi. Ouais. C'est un produit, machin, un consommateur, bidule. Contenu, il y a un truc un peu qui s'assume pas. C'est un peu comme quand t'appelles un comic book un roman graphique. Au bout d'un moment, enfin, juste. Je conçois pourquoi ce mot est né, mais Oui. il est tellement utilisé des fois pour dire non, non, mais c'est pas un truc pour gamin. Alors que tu n'as pas besoin de dire ça. Une BD, c'est une BD, c'est pas infamant comme, comme terme. Et contenu, maintenant, ça donne une sorte d'aura, c'est pas un produit, c'est pas un film non plus. Donc il y a ce truc qui est un petit peu pernicieux de consommation de grande vitesse, qui au bout d'un moment, chaque fois, aujourd'hui, je repense de plus en plus à la fin du Truman Show. Je sais pas si tu l'as Si, vu. si, Le tout dernier plan est glaçant en fait. spoiler, Truman Show. Spoiler Truman Show. Spoiler d'un film qui date d'il y a 25 ans plus tard. Le tout dernier plan est glaçant en fait. Parce qu'il y a eu tout ce truc avec Jim Carrey qui arrive finalement à sortir ce jeu télé, cette espèce de transcendance, ce truc, ce machin, rédemption. Il sort finalement de l'image qu'il a lui-même et tout ça. Le récit, de temps en temps, on coupe sur ces deux mecs qui sont devant leur télé, là, qui sont dans un parking, enfin qui sont dans garden parking ou je sais plus quoi, qui sont en train de bouffer en regardant. Tout est terminé, tout s'arrête. Et là, tu as ces deux gars, ça coupe sur eux. Ils regardent les téléphones. Bon, il y a quoi sur l'autre chaîne? Et juste, il y a quoi sur l'autre chaîne? Malgré tout ce qu'ils viennent de voir, ils prennent même pas un temps pour juste le digérer ou quoi que ce soit. C'est tiens, et boum, on zappe. Et c'était valable à l'époque, c'était valable même depuis avant, quoi. C'est pas nouveau, mais ça a pris une telle ampleur aujourd'hui que ce truc était prophétique, en fait, qui n'a jamais été aussi vrai. Donc le contenu, tu le consommes. C'est du contenu pour des contenants. Il y a cette notion de gavage d'oie qui se veut un peu plus sophistiquée que la notion de produit, mais qui va, tiens, ça n'empêche pas que, tiens, on va tout remplir avec ce contenu qui est censé satisfaire, en fait. On n'est plus dans l'émotion ou dans le lâcher-prise, justement, on est dans le fait de satisfaire ce qu'on est censé satisfaire pour qu'un client continue à regarder. C'est comme le watch time, et c'est tous ces concepts-là qui sont entrés, en fait, dans notre vocabulaire et qui sont pas innocents, quoi. Ça reconfigure notre manière d'aborder, en fait, l'image animée, les œuvres et tout ça, parce que ces mots influencent ça, quoi. De toute manière, il n'y a qu'à voir. J'ai fait un master en communication et on nous a parlé de comment fonctionne YouTube. Donc à partir de ce moment-là, quand le principe même de poster quelque chose sur YouTube rentre en cours de communication, c'est que le média, enfin ça devient un média de communication, quoi, et puis un médium artistique.
Rien que ça, déjà, c'est un gros... Ah, mais socialement, ça a pris une ampleur aujourd'hui qui est complètement démentielle. En Ouais, fait, ouais. notre rapport à l'information, à plein de choses, ça passe par. Enfin, YouTube, c'est devenu une plaque tournante de tellement de choses. Il y a des enjeux autour des réseaux sociaux aujourd'hui. Ah oui, Enfin, on oui. voit encore une fois avec la suspension du compte Twitter de Trump et ainsi de suite. Ils ont pénétré notre vie à un point qu'on n'aurait jamais pu en fait soupçonner avant, ou pas à cette grande ampleur. Justement, quand j'avais fait ma thèse à l'époque à Avignon, hein, c'était sur les nouvelles technologies, notamment la manière dont ça change ou pas notre manière de voir les films. Et à la fin des années 2000, c'est le moment où tu avais tous les discours de la révolution numérique, de la 3D, de plein de choses. Il y avait toute cette imagerie, en fait, on entre dans le futur. Il y avait cette notion en fait d'une rupture avec le passé, et ça y est, on est dans une sorte de révolution. Et mon postulat à l'époque, c'est de dire, non, on n'est pas dans une révolution, on est dans une évolution. Il y a certains trucs qui évoluent et d'autres qui restent à peu près les mêmes. On n'est pas dans un extrême ou l'un autre. Je ferais ce truc aujourd'hui, mon discours changerait complètement. Parce qu'en fait, en 10 ans, on peut vraiment parler de révolution, c'est le jour et la nuit, quoi, dans notre manière d'aborder l'information, l'image animée, enfin tout, notre rapport entre nous. Il y a un truc qui est complètement hors de contrôle aujourd'hui et qui est très très compliqué à encaisser. Et on est tous un peu pris en otage de ça, parce qu'en même temps, ça structure nos vies au quotidien. Et on doit s'en accommoder, on doit arriver à surfer un peu cette vague dans laquelle on continue à se noyer au quotidien. Et c'est très 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 compliqué à gérer. Du coup, j'imagine que le nombre de dépressions, de burn-out et de tout ce que tu veux, juste éclate aujourd'hui comme ça n'a jamais éclaté. Parce qu'on continue juste à faire comme si c'était viable, alors que ça ne l'est absolument pas. Et encore une fois, c'est pernicieux, parce que toutes ces plateformes sont faites de manière ultra ergonomique, et il y a cette notion d'accessibilité, encore une fois, on est aussi dans le truc de dopamine, quoi. On te récompense pour aller voir constamment tes notifications, tes trucs, tes machins, être constamment dans la réactivité. C'est une prise en otage biologique, est-ce qu'on peut le dire. Voilà, on est allé loin là. Je sais plus quelle était la question, mais... ouais. Non, mais du coup, je peux rebondir, c'est très bien. Est-ce qu'à un moment, le retour des abonnés, et je fais des guillemets avec les doigts, le retour des abonnés t'a bloqué dans ton avancée créatrice de ton travail sur ta chaîne, ou est-ce que t'as direct dit stop, je fais ce qui est bon pour moi et stop ce qu'on me dit? La question s'est jamais trop posée dans mon cas, parce que j'ai jamais eu le type de démarche et de chaîne qui est collaborative, au sens où j'implique vraiment beaucoup les spectateurs. Ça m'est arrivé de le faire. Ça les empêche pas de leur donner des retours des fois. Ah oui, je te le confirme. Mais ça m'est arrivé de le faire, par exemple sur les cuts, les trucs de montage qu'on a fait cette année. Il y avait un truc un peu marrant sur Twitter où on donnait le choix entre plusieurs films à monter. Mais là, c'était un peu particulier. Mais en fait, j'ai quand même commencé tard YouTube. J'ai commencé YouTube, j'avais 29 ans. Maintenant, j'en ai 64. C'est vrai que ça se voit pas, mais c'est... C'est vieux YouTube, putain. Je mange beaucoup de yaourt. Du coup, je trompe mon monde. Du coup, voilà, je savais quand même un minimum, pas forcément où je voulais aller, mais où je ne voulais pas aller. Ce qui fait que, comme j'ai été toujours un peu maso et à chercher la fuite en avant constructive exténuante, je savais que je ne voulais pas parler de choses sur commande, par exemple, ou demander, tiens, donne-moi un film, je vais en parler. Encore une fois, depuis le début, si je peux m'abstenir de parler ou tout ça, je le fais. J'ai pas envie de donner mon avis sur tout, parce que ça m'intéresse pas. Du coup, ça m'a jamais bloqué. Mais ça n'empêche pas que, bien entendu, tu as des retours constants, et que je suis très content aussi que les gens le fassent. Leurs encouragements me touchent au plus haut point. Quand j'ai des critiques vraiment constructives de gens qui les apportent, qui sont justifiés, je suis en mode ouais, merci. Et généralement, je suis entièrement d'accord avec, parce que je suis mon premier critique et très peu de choses que je fais trouvent grâce à mes yeux. Ça, c'est vraiment, je veux que tout le monde le sache bien, de toute façon, ça c'est acquis. Mais et voilà, et après, bon, quel que soit ce que tu fais, en fait, quelle que soit la qualité ou la nature de ce que tu fais, tu as une certaine proportion en fait, de gens positifs, de gens négatifs, et de trolls, et de gens qui ont mal quelque part et qui veulent te faire mal. Et eux, il y en a certains, c'est un truc un peu particulier, c'est même pas des trolls classiques, c'est des gens qui sont presque des snipers chirurgiens qui cherchent exactement, tu sens qu'ils ont maturé un message parfois pendant une après-midi entière ou 2 jours ou 3 jours pour juste arriver à faire un truc qui va faire mal le plus possible. Et du coup, les réseaux, et parfois ça devient juste une plongée en fait dans les méandres de l'esprit humain qui peut être crispante. Parce que très rapidement, de toute façon, tu te crées une carapace par rapport à ça, parce que sinon tu peux pas continuer, c'est insupportable sinon. Ouais. Mais ça n'empêche pas que des fois, tu es juste fasciné. Et en fait, quand ce genre de retour ne me touche pas personnellement, parce que je sais ce que je fais et je suis mon premier critique dans tous les cas, mais il y a un truc chiant dans le fait de voir une personne passer dans son champ de vision, poser ce truc et se barrer. Enfin, souvent, pourquoi ?
Pourquoi tu fais ça? Enfin, juste prends un peu de recul sur toi-même. Pourquoi? Tu te sens bien maintenant? Est-ce que ça donne un sens? Pourquoi tu... Et en fait, ça fait chier du coup, parce que t'aimerais bien le choper dans ton champ de vision, le prendre, le secouer. Mais putain, qu'est-ce que quoi? Va faire une thérapie. C'est chiant du coup. Tu peux en faire abstraction complètement, mais il y a aussi un truc de merde. Cette personne est passée dans mon champ de vision et en fait, ça n'a rien changé, si tu veux. Pour elle comme pour moi, il y a un truc de... Ça fait chier, quoi. Donc, pour peu que tu sois un petit peu sensible au chaos du monde, et à un peu la cacophonie qui nous entoure tous, c'est un peu compliqué à gérer ça. Ça s'est accentué au fil des années. Vraiment, les réseaux sociaux, j'y suis pour poster des trucs ou tout ça, mais si je faisais pas, si c'était pas personnage public et je publiais pas sur Internet, j'aurais pas de passe Twitter, mais je courrais le plus loin possible de cette plateforme. Mais voilà, généralement, plus je me porte loin des réseaux, mieux je me porte, vraiment, tout simplement, quoi. Du coup, ça m'a jamais bloqué créativement, parce que je savais vers où je me dirigeais. Encore une fois, via mon sens de ce que je ne veux pas, ça me permet de naviguer à vue et de me diriger vers les choses où je pense pouvoir proposer un petit truc à ma façon, ou vraiment qui justifiera de faire une vidéo. J'ai besoin, en fait, qu'il y ait une justification à faire mes vidéos. Pas au sens où je m'en justifie auprès des gens, mais au sens où je m'en justifie vis-à-vis de moi. Ouais, Je sens qu'il y a un sens à le faire. Même si c'est un tout petit sens, même pour des vidéos légères. Et même, j'aurais toujours la sensation de faire un truc qui est trop ci, pas assez ça, trop pointu, trop superficiel, trop léger, trop lourd. Ça sera jamais bien. Donc il y a toujours ce truc un peu... Mais en sachant ce que tu veux pas, ça te permet de naviguer à vue et de plus ou moins te rapprocher de ça. Moi vraiment, je suis fier de ce que je fais depuis 2 ans, tout pété. Enfin fier. Je suis pas fier de la même manière de ce que je fais, mais tu peux me mettre devant mes propres vidéos sans que je me décompose depuis 2 ans. d'embarras depuis 2 ans à peu près, quoi. Notamment les 3 derniers épisodes du Fosseur, j'en suis très fier. Et tout ce que j'ai créé, publié en 2020, notamment aussi les trucs que j'ai créés avec mes complices de Pandora Création. Ouais, ça, je suis fier et j'assume chaque vidéo que j'ai mise en ligne. Ça, c'est sûr. Mais j'ai envie d'aller plus loin, du coup, et il y a toujours ce truc de la bougeotte, quoi. Qui est encore une fois très exténuant, mais bon. T'es torturé ou tu l'es pas, quoi. Oui, si c'est comme ça que tu fonctionnes en soi, c'est fatigant, mais il vaut mieux. Mais c'est pas forcément viable, c'est ça le truc, c'est que ça. Fonctionner comme ça me crame petit à petit. En fait, c'est pas. J'ai pas encore trouvé mon équilibre sur YouTube et dans cette manière de fonctionner. Parce que j'ai toujours la sensation de ne pas être exactement en phase avec moi-même. C'est comme une image qui ne s'est pas encore stabilisée. Et il y a cette espèce de dissonance avec moi-même que je réduis au fil du temps, mais pas assez vite à mon goût. Ce qui fait que, ouais, il y a beaucoup de choses qui me crament. Je sais que mon public n'en a pas forcément conscience parce que je communique pas autour de ça et que quand je publie pas, je suis assez peu sur les réseaux et que j'ai besoin aussi de m'en protéger d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, c'est un truc qui... Je suis encore en quête de cette manière saine de créer. J'aimerais bien finir certaines vidéos en étant fier, mais sans avoir la sensation de haïr profondément cette vidéo, haïr profondément mon domaine d'activité. Je sais pas, je suis maso, j'ai besoin de peut-être ce truc d'autoflagellation pour avoir la sensation qu'il y a quelque chose qui s'est produit, qu'il y a vraiment un truc qui s'est passé. Mais ouais, je suis encore en recherche de ça. Donc voilà, c'est toujours compliqué de trouver un équilibre qui soit visible à échelle personnelle. Ouais. Est-ce que, parce que du coup tout à l'heure tu parlais de court-métrage que tu as réalisé que tu n'as pas prévu de mettre sur YouTube. Ouais. Il y a d'autres trucs, pas forcément cinématographiquement parlant, mais artistiques que tu fais, que tu ne partages pas, que tu fais pour toi ou pas? Surtout des expériences sur l'image, quoi. Je prends toujours pas assez de temps pour faire de la musique à mon goût, ce qui est un grand drame de ma vie actuelle. Mais voilà, c'est plus axé autour de l'image. J'ai envie de me réapproprier en fait un rapport à l'image qui n'est pas forcément conditionné par le fait de produire sur YouTube. Et ça te débloque quand tu... Ah oui, complètement. Ouais. Non, donc le problème, c'est YouTube. Temps, oui, à bien niveau. Mais en même temps, je suis pas plus bloqué que ça en fait, si tu veux. Encore une fois, par exemple, tout ce que j'ai publié depuis 1 an, j'en suis fier. Si je les ai publiés, c'est justement qu'il y avait, j'ai réussi à surmonter un blocage potentiel et que je les propose au public quand j'ai la sensation de ne pas pouvoir aller à cet instant plus loin sur cette démarche-là. Du coup, je ne ressens pas un blocage, mais la quête de s'en échapper tout le temps est là, quoi. C'était pas le bon terme, le blocage, mais vu que tu parlais que tu te sentais pas en phase avec toi-même dans ce que tu faisais, est-ce que tu te sens plus en phase avec toi-même quand tu fais des trucs qui sont que pour toi, qui sont pas pour YouTube? Beaucoup plus, ouais. Mais après, c'est peut-être juste une question de respirer. Quand je fais des caméras obscura, des cuts, des virées, tout ça, je me sens totalement en phase avec
avec ce que je fais. Mais c'est plus le fait de macérer dans le jus de ce domaine et d'Internet qui, des fois, t'aliène un peu. Ouais, je comprends. T'aliène totalement, en fait. Je sais pas pourquoi je dis un peu, ça t'aliène beaucoup. Mais oui, et ouais, c'est très très important pour moi aussi d'arriver à développer un truc qui soit pas conditionné par cette plateforme et par ce rapport à la création. Et le sortir de ça, là, ça fait du bien, parce qu'il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas d'enjeu, et c'est quelque chose qui est très précieux pour moi. Ce que j'ai fait là, début 2021, on a tourné un court-métrage avec des amis isolés dans les montagnes, et c'est comme un petit talisman pour moi. Je sais pas ce que je vais en faire pour l'instant, je vais le pousser aussi loin que je peux, et après, je sais pas, peut-être l'envoyer des festivals, j'en sais rien. Me rendre compte que c'est très mauvais et faire autre chose, continuer à créer. Mais là, vraiment, c'était un truc que je portais en moi en termes de fiction depuis longtemps. Et cette année, je pense que ça va se déployer sur plusieurs aspects, des courts-métrages, de l'écriture aussi, de fiction. Ça, c'est en cours aussi avec un éditeur, donc je verrai. Non, ça fait du bien, justement. Après, YouTube, ça m'a apporté aussi énormément de choses positives. Donc, c'est plus une question de trouver un équilibre, si tu veux, avec qui soit viable pour moi, sans que j'ai cette sensation toujours de devoir me prouver des choses. En fait, ça, c'est un truc qui devient relourd au passage, c'est quand tu as besoin de te prouver des trucs. Oui, je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça. Ça te fait avancer pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, ça devient exténuant parce que ça te fait perdre un peu de perspective et tu as besoin de renouer avec un truc complètement simple, quoi. Et là, renouer avec un truc simple j'ai une caméra et avec des gens, on va faire avec le moins possible, le plus possible. Et ça, juste arriver à débloquer ton imagination avec ça, ça fait du bien, c'est clair. Aujourd'hui, en majorité, quand tu sors une vidéo, c'est quand même toi qui l'as faite de A à Z, hormis le cadrage, ou pas? Ça dépend. En fait, il y a tellement de types de vidéos différentes maintenant que sur les virées, là, c'est pas moi qui cadre, vu qu'on est toute une équipe de tournage et que il y a je suis à la présentation, donc du coup, il y a 2 personnes au cadrage, que ce soit Gilles, Vincent ou Jimmy du Pandora, ou Jade, qui avait cadré sur la Suisse. Les caméras obscura, ça c'est moi de A à Z, il n'y a pas de facecam de toute façon. Les formats classiques de chronique maintenant, je vais les tourner au Pandora avec les amis, devant un fond noir, donc généralement on utilise leur matos, et là c'est juste un plan fixe, donc c'est eux qui me filent un coup de main pour juste mettre ça en place. Et Cut, c'est quelqu'un d'autre, encore une fois, qui coûte. Ma question joue plus sur le montage, pardon. Ouais. Du coup, le montage, c'est 99,9% du temps moi uniquement. D'accord. Et là, en 2020, il y a eu une vidéo qui a été montée par Jimmy. C'était le Cut en partenariat avec Canal+, sur l'effondrement. Ouais, exactement. Et c'était un pied absolu de le laisser monter. J'étais oh là là. Parce que là, du coup, c'est un format qui est très codifié jusque-là. Et il s'est complètement calqué sur la formule et il a fait du moi en mieux. Et c'était super. Et vraiment, ça faisait du bien. Donc là, je suis arrivé à un point où ça faisait du bien. Mais c'est parce que c'était aussi un partenariat avec Canal+, donc Jimmy a été rémunéré pour son travail de montage et ainsi de suite. Ouais, bien sûr. Là, on a un autre partenariat qui va concerner Essie. C'était un format que je faisais il y a quelques années en imaginant un univers parallèle à base de Essie Tom Selleck qui avait joué Indiana Jones, par exemple. Et là, c'est un format humoristique, tout simplement. Et là, on est en train de bosser sur un où Vincent va le monter. Il est déjà en train de monter et en fait, il s'en donne à cœur joie. Et il nous a envoyé des montages complètement improbables. Mais voilà, dans l'immense majorité des cas, c'est moi qui monte. Ouais. D'accord. Même les virées cinéma, on était parti sur l'idée, sur les 4 premiers, que je monterais le premier pour donner le là et de poser un petit peu les bases du format et ensuite d'autres montraient les autres. Et j'ai fait tous. j'ai pas pu. Mais sur les prochaines, en tout cas, celles qu'on va faire cette année, qui ont été issues du crowdfunding qu'on a fait l'année dernière, là, je vais pas les monter celles-là. Je me concentrerai de les écrire, de les monter, de les présenter. Et le montage, je serai un petit peu présent pour donner mon avis, mais voilà. T'es un chef de projet. Ouais. J'imagine, si tu continues toujours à le faire, que c'est un truc qui te porte du plaisir, le montage. Plus du sens que du plaisir. Il y a toujours une dimension en fait du montage qui est profondément marrante et créative et que j'adore, mais aussi toute une partie du montage qui est extrêmement rébarbative et chiante. Il y a vraiment les deux qui sont toujours côte à côte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas de satisfaction particulière à monter par exemple un cut ou sur un truc. Il n'y a pas d'enjeu. En fait, j'ai rien à me prouver à ce niveau-là. Et par contre, pour les caméras obscura, là, c'est complètement différent. J'écris au montage au fur et à mesure. Et là, c'est tellement personnel que je ne pourrais absolument pas demander à quelqu'un de me faire une caméra obscura à ma place. C'est surtout parce que ça a du sens et que j'ai un rapport très personnel au timing des choses. Donc voilà, c'est surtout pour ça. D'accord.
caméra obscura mise à part, Ouais. que c'est très particulier au niveau du montage, est-ce que le montage t'inspire sur d'autres formats ? Ouais, C'est une en fait, il y question a peut-être un toujours, peu sur tous les vaste, comme formats, ça. il y a toujours une partie du truc qui est drôle. Et généralement, c'est pour ça qu'au montage, j'essaye vraiment d'être le plus créatif possible, même sur des trucs très codifiés, parce que c'est ce qui va me permettre de continuer à m'amuser au montage et à rendre la partie laborieuse un peu moins chiante à faire. Du coup, des fois, ça m'arrive, tu poses un effet sur un moment et presque il te surprend tellement ça fonctionne, et d'un seul coup, ça m'arrive de m'esclaffer de mon montage. Et c'est surtout cette partie qui est sympa. Sur les cuts, la partie quand on tourne le cut et qu'on monte les vidéos à la manière d'eux, là c'est un challenge qui est super fun. Donc voilà, on s'éclate vraiment. En plus, c'est réduit sur 3 heures, donc on est vraiment pressé par le temps, c'est assez drôle. Mais le montage de la vidéo en elle-même, bon, aujourd'hui j'ai établi le format. Et justement, je vais essayer de le faire un peu exploser, de faire évoluer le format, parce que si je dois en remonter d'autres, c'est chiant. Parce que tu sais exactement. Alors, mes 4 prochaines journées vont être du matin au soir axées autour de faire ci, ça, le moment de présentation, le moment de présentation le moment de transition, le truc. Tout est tellement. En fait, c'est réglé comme du papier à musique, quoi. Pour le reste, c'est du montage assez classique finalement. Les virées, c'est beaucoup plus fun à monter, parce que là, c'est beaucoup plus varié. Même s'il y a un format qui s'est dégagé sur les 4 premières et que j'ai envie de faire évoluer sur les 4 suivantes, il y a quand même un truc qui varie d'un endroit à un autre. Et chaque fois, c'est recommencer à construire une vidéo qui sera différente parce qu'on va aborder un pays différent, des enjeux différents, des questions différentes. Donc là, c'était bien fun. La dernière que j'ai montée, c'était la Nouvelle-Zélande, qui est quand même sortie en avril dernier, si je dis pas de conneries, en mai dernier. Donc ça commence à remonter, mais ouais. Mais bon, 2020 quoi. C'est ça. Oui, du coup, les virées, on était censé les tourner il y a maintenant quasiment un an. Et on était censé enchaîner en fait avec juste après que j'ai publié la Nouvelle-Zélande, on était censé partir pour tourner. Et là, ça fait qu'être reporté encore et encore et encore. Oui. La prochaine qu'on va tourner, c'est à Malte. On était censé tourner en novembre, reporté. On était censé le faire en mars maintenant, reporté. Là, à la fin du mois, je vais faire une vidéo news et FAQ pour juste au moins donner des nouvelles des virées et dire aux gens, désolé, là, c'est vraiment pas notre faute, mais on fait ce qu'on peut. Ça va finir par arriver, mais on sait pas quand du coup. J'ai juste écrit 2016, année du tournant, et du coup, vu que j'allais dire... J'ai l'impression que toutes mes années sont des années du tournant. De toute façon. Mais c'est peut-être que c'est une année sur laquelle tu t'es plus exprimé, en tout cas. Et ça m'intéresse de revenir dessus, même si dans tous tes bilans, on sent qu'à chaque fois tu évolues et que tu avances et que voilà, tu développes de nouveaux trucs, tu en abandonnes d'autres, enfin, comme on dit depuis le début du podcast en fait. Cette année-là, il y a un truc plus particulier dans ce bilan, c'est que on sent en toi un soulage. Ouais. Un soulage total. Est-ce que tu as envie que j'arrête de parler de ça Pas du tout. Non. Ok, très bien. Autant sur ce que tu étais en train de faire que sur... Le rapport au public, le rapport à Internet. un peu tout, ouais, c'est ça, un peu tout. Il y en a beaucoup qui, après ce qu'on ressent, alors peut-être qu'on ressent plus que ce que c'était le cas, mais qui après un soulage serait passé à autre chose, aurait fait non, ça me convient plus et je passe à absolument autre chose. Comment toi t'as réussi à quand même maintenir le truc et à te réaccrocher au plaisir que ça pouvait t'apporter? C'était en plein dans la période dont on parlait, là. C'est la période qui correspondait aussi au blocage que j'avais sur la voix off, sur plein de choses. Et ça n'allait pas trop, effectivement, à cette époque. Et 2016, je pense que c'était au sortir exactement de ça. Je me heurtais vraiment au premier mur que je me prenais dans la tronche. Et c'est le moment où j'ai vraiment essayé de faire évoluer le Fossoyeur à cette époque, l'émission. Je crois que la chronique où ça a commencé vraiment pour moi à changer, c'était celle sur Frayeur de Lucio Fulci. Où là, en termes de rythme, en termes de trucs, de démarche, tout ça, en fait, ce que je faisais n'était pas à la hauteur de ce que je voulais faire. Je me retrouvais face à mes limites et j'avais besoin de repousser ces limites-là pour qu'elles aillent un peu plus loin. Et au moment où j'ai fait la chronique sur Frayeur, où je la montais, ça allait pas du tout. Et j'ai commencé à me rapprocher un tout petit peu plus de quelque chose qui me satisfaisait, qui me faisait me sentir moins merdique en fait, à partir de cette chronique-là. Donc déjà créativement, je me heurtais à ce mur-là, que j'ai commencé à pousser de toutes mes forces. Et après, comme je t'ai dit, sur le rapport à Internet et aux réseaux sociaux et le rapport aux gens, c'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde. T'as beau te créer une carapace, au bout d'un moment, quand t'es, encore une fois, assez sensible au chaos de l'esprit humain, au chaos du monde, ça devient aliénant très rapidement. Et Internet et l'esprit humain sont bourrés de contradictions. Et le rapport au public peut être compliqué parce que c'est encore une fois très contradictoire. On attend de toi des choses qui se contredisent constamment. Par exemple,
Les gens attendent d'un personnage public qui reste simple, tout en lui refusant de se comporter comme tout le monde. Par exemple, si quelqu'un te dit un truc super sec sur Twitter, tu lui réponds de manière un peu sèche, c'est toi qui es en faute. Parce qu'on n'attend pas de toi les mêmes choses que ça. Et en fait, on pourrait faire des études passionnantes sur la rhétorique de ces échanges qui sont d'une absurdité de A à Z, mais une absurdité qui essaie de se justifier elle-même et qui est juste dans son délire et qui construit tout un argumentaire autour de... Alors que c'est complètement contradictoire de base. Donc c'est très compliqué de se positionner par rapport à ça dès lors que tu te situes dans un rapport d'égalité avec les gens, alors que paradoxalement, eux, ils vont penser que tu te juges supérieur parce que tu oses leur répondre sur le ton qu'ils ont employé eux-mêmes. Donc c'est des gens qui à la fois vont te chercher et qui se victimisent dès qu'on leur répond un petit peu, alors qu'ils vont te reprocher de te sentir supérieur, mais dès que tu te comportes comme eux et que tu es sur un pied d'égalité, qui vont te reprocher ça aussi. Enfin, au bout d'un moment, il y a un truc qui est qui devient à la fois très aliénant et qui est à la fois d'une inconséquence totale. On s'en fout. Tu peux pas résoudre l'absurdité et le chaos de l'esprit humain d'un claquement de doigts. De toute façon, c'est pas toi qui vas le faire, personne ne le fera, ça n'existera pas. On est condamné en tant qu'espèce et de toute façon, la fin n'est plus que poussière. T'as beau ne pas pouvoir le résoudre, ça peut te blesser quand même. Ouais, mais c'est pas que ça me blesse, c'est que ça me fait chier en fait. Ça me fait pas chier à un niveau personnel, ça me fait chier humainement, si tu veux. Parce que je suis tellement au fait de l'absurde de certaines rhétoriques, certains trucs, que ça me fait partir dans l'extrême inverse opposé. Au point que vraiment je me crispe sur ces absurdités à vouloir les résoudre et à être dans le contrôle justement et à ne pas arriver à laisser pisser quand il le faut, quoi. Et ça, je sais que c'est un problème aussi. C'est pour ça aussi que c'est très compliqué pour moi les réseaux sociaux, parce que dès que je réponds à quelqu'un qui me cherche un petit peu, même de manière en prenant des pincettes, c'est comme mettre son pied dans une sorte de tourbillon. Ça va te prendre, ça va te faire perdre un temps et une énergie dingue pour un truc qui n'a aucun sens, dont on se fout complètement. Et c'est arriver à maîtriser ton énergie et à canaliser ton énergie de manière saine, notamment sur les réseaux, c'est quelque chose qui est très très compliqué. Donc en fait, je me souviens plus du tout ce que je disais dans le bilan 2016, mais je devais traverser aussi notamment ça. Et aujourd'hui, 4 ans, 5 ans plus tard, c'est toujours pas résolu. Il n'y a jamais de résolution. Ça, c'est un équilibre que tu dois trouver au jour le jour, constamment. Des fois, j'ai un rapport très sain au réseau. Je vais poster un truc, une bande-annonce, un truc, une réflexion, un conseil, je sais pas. Et des fois, je vais juste répondre à quelqu'un et ça va partir en couille immédiatement. Et quoi qu'il arrive, puisque tu es un personnage public, tu auras tort. Donc en fait, tu es censé être un bisounours. Tu es constamment, mais même pas un bisounours en fait, tu es juste une sorte d'entité évanescente peut-être, alors qu'on te reproche d'être une entité évanescente, mais on attend de toi que tu la sois quand même. Enfin, c'est un truc qui est au bout d'un moment fatigant. Donc je pense que je devais traverser en fait ces deux choses, hein, une sorte de premier mur créatif que je me prenais dans la face, et une sorte de lassitude aussi par rapport à ces contradictions humaines, et notamment sur les réseaux, parce qu'encore une fois, c'est là que tu es en contact avec les gens. Encore une fois, là, les réseaux permettent aussi des choses très positives, mais il faut savoir comment canaliser son énergie et ne pas la laisser se déployer sur des choses qui te mettent un peu à cran. Ah oui, je comprends. Mais du coup, c'est vrai que c'était peut-être une année de tournant, mais encore une fois, à partir de 2015, j'ai l'impression que chaque année a été un tournant à sa manière, où en fait, tout a été un énorme virage. Le Fossoyeur a évolué vers un truc qui est devenu de plus en plus cinématographique. J'ai poussé le format chronique fiction autant que je pouvais. Je ne peux pas faire plus, en fait, aujourd'hui dessus, quoi. Chaque année a été un truc, vers cette année de rupture, en 2019, qui permet encore de renouveler le truc. Et là, je viens de passer 2020, et c'est encore une année de tournant, 2021, parce que je vais amener ça quelque part, un petit peu ailleurs, je pense. Je vais essayer de continuer à faire évoluer le truc. Mais je ne sais pas encore où. C'est vraiment juste au fil de mes frustrations créatives. Je vais essayer de l'amener quelque part. Après, c'est vraiment, encore une fois, j'ai pas 20 piges. Et je me pose aussi la question du futur, tout simplement. Je sais que je ne me considère pas comme un youtubeur, je suis un vidéaste en l'occurrence aujourd'hui. YouTube est une plateforme comme une autre sur laquelle je pourrais poster, mais ça ne change rien à ce que je fais. Et ouais, la question du futur se pose aujourd'hui plus que jamais. Enfin, je n'ai pas envie que ma seule existence créative et publique soit sur YouTube, loin de là. Je sais que je suis en train de développer l'écriture sur d'autres fronts aussi. Après, bon, fin 2020, encore une fois, on a tous terminé sur les rotules et en étant coupé du monde extérieur et de tout ce qui pouvait nous aérer, au bout d'un moment, tu te dis, mais est-ce que dans les prochaines années, j'ai juste envie de passer chaque jour 14 heures devant un écran
me lever pour aller manger, faire un petit peu de sport et me remettre devant un écran pour me divertir avec un film, dormir, me remettre 14 heures devant un écran le lendemain. Enfin, au bout d'un moment, c'est juste, est-ce que c'est la vie dont j'ai envie? Enfin, c'est encore une fois un équilibre à trouver et c'est encore une fois, c'est pas ce qui me convenait en tout cas ces derniers temps. Et là, voilà. J'ai l'impression d'être né dans une crise existentielle et je mourrai dans une crise existentielle. De toute façon, il n'y a pas de mystère là-dessus. Donc, ça sera constamment une remise en question de tout. Et voilà. Je trouve ça hyper positif, toutes ces questions-là. Au-delà de se remettre en question, etc., je veux dire, là, présentement, ce que tu me dis, enfin, je veux dire, tu te dis pas juste j'ai besoin de changer, mais je sais pas quoi faire. Tu te dis j'ai besoin de changer, mais j'ai plein d'autres envies. C'est plein d'espoir, tu vois. Ouais, carrément. Encore une fois, c'est le fait de trouver un équilibre à l'intérieur. Je sais que fondamentalement, bien entendu, c'est une super bonne chose de se remettre en question et de vouloir évoluer. Moi, le truc, c'est que j'ai pas le choix. Vraiment, si je ne fais pas ça, je vais finir en dépression. Du coup, je le fais parce que je le fais. Mais voilà, il y a la dimension où ça te fait avancer, ça te fait remettre en question, ça renouvelle ton processus créatif. Et il y a aussi la dimension au-delà de laquelle ça te crame. Et chaque jour, tu es dans une sorte de ah mon Dieu, non une sorte d'orage au désespoir. C'est un peu exténuant et ça te grignote, quoi. Donc, arriver à trouver un peu un équilibre et au milieu de cette crise existentielle permanente, arriver à juste avoir ces moments juste d'insouciance et de spontanéité, c'est ça aussi l'enjeu en ce moment. On verra, hein, on verra. Mais oui. On verra, s'il vous plaît. Est-ce que tu es dans une crise existentielle, toi aussi? Oui. Ah, crise existentielle, c'est ça qu'on aime. On va dire ça. Lié à la création ou pas? Oui. J'ai beaucoup de problèmes de contrôle fric aussi, que moi, pour le coup, j'ai appris à lâcher par d'autres médiums que ceux que j'utilise le plus. Disons que le truc créatif que je fais le plus, c'est écrire et composer des chansons. Et du coup, j'ai dernièrement ce truc-là d'écrire des scènes de théâtre. Et c'est une écriture qui m'est jamais arrivée avant. C'est-à-dire que pour la première fois, je me retrouve à avoir des situations de vie qui m'inspirent. Alors qu'avant, j'écrivais sur mon émotion du présent, qui était en plus j'apprends à putain, je suis en train de me livrer un maximum. Chacun son tour. J'apprends depuis un an que j'ai beaucoup d'émotions qui avant je planquais bien derrière un bon tapis bien épais, et donc forcément quand elles sont ressorties d'un coup, sur le coup tout ce que j'écrivais était hyper violent, pas au terme physique, mais s'il y avait quelqu'un qui s'énervait, la personne s'énervait en une seconde. Dans quoi. le côté cru des émotions écrites, ouais. Ouais, voilà. Et du coup, tout ce que j'écrivais était très jeté. Et là, du coup, je suis plus dans une période où je commence à comprendre pourquoi aussi moi je ressens des émotions comme ça et pourquoi. Donc, j'apprends à contrôler tout ça. Je pense que j'ai plus de recul sur mes propres sensations du quotidien. Et pour la première fois, je me retrouve face à voir des gens en train de jouer devant moi des scènes qui existent, qui sont du Pombra ou du Molière, ou enfin peu importe, des scènes du théâtre contemporain classique, et à me dire ah ouais, il y a ces trois personnes-là, à chaque fois qu'elles sont sur scène, il y a un truc qui me... je sais pas, ça me fait un truc. Je me surprends moi-même à écrire, à avoir des idées et à puiser en même temps dans ce que je ressens, enfin à réussir à mêler les deux un peu. Et pour autant, à avoir envie de le partager sans vouloir le partager. Ouais. Moi, pour le coup, le retour me fait peur, surtout que pour la première fois, je suis assez contente de ce que j'écris, ce qui ne m'était jamais arrivé. J'ai extrêmement peur du retour hyper négatif. C'est très compliqué de demander des retours aux gens parce qu'encore une fois, c'est extrêmement subjectif et surtout sous quels critères? Est-ce que ce que tu as écrit est censé répondre à un storytelling classique? Est-ce que c'est peut-être pas le cas? Est-ce que ce qui va te reprocher, c'est quelque chose qui tient juste à sa sensibilité personnelle mais qu'il n'est pas capable d'exprimer comme étant une sensibilité personnelle? David Lynch, tout le monde dit que ses scénarios c'est de la merde. Au bout d'un moment, c'est un truc de si c'est là. Un truc qui m'a débloqué, c'est notamment par rapport à la fiction, c'est de me rendre compte que ma manière de raconter passe pas par le scénario lui-même. Et je me suis rendu compte, ce qui m'a débloqué sur ce qu'on a tourné là, c'est que j'ai écrit un truc volontairement très simple, mais qui était juste un socle. Ce qui fait que tout l'enjeu est passé par les cadrages, les atmosphères, les trucs, les machins. Et je me suis rendu compte que voilà, forcément on a cette vision assez linéaire du processus et l'écriture doit correspondre à tel critère, ensuite ça doit tourner d'une telle manière. Mais
tu fonctionnes pas forcément comme ça. Et c'est vrai que le retour des gens peut parfois être destructeur à ce niveau, mais parce qu'ils se rendent pas compte de ce qu'ils font. Et surtout, c'est pas parce que quelqu'un a étudié un manuel de storytelling que ses retours sont pertinents. Oui, c'est clair. Vos questions existaient. L'émotion, la technique, hop là. Moi, je sais que le storytelling classique, souvent, me fait chier. Ouais. Et j'ai mis longtemps à l'accepter et à me dire, c'est pas du tout ce que j'ai envie de créer. Moi, ce qui me plaît, c'est les atmosphères, c'est les storytelling classiques. Tu regardes partout autour de toi, tu en as partout. Enfin, c'est à Netflix, quoi. Et parfois, c'est très très bien fait, hein, mais c'est juste que peut-être que ta manière de faire est juste différente. Et c'est ultra positif. Et c'est ça qui est nécessaire. Et c'est vrai que je comprends. Et déjà, il faut du courage pour montrer ça aux gens, parce que chaque fois que je l'ai fait, juste, j'aimerais beaucoup être dans un groupe de métal progressif où je dois growler. Voilà, je vais passer le message. Ok, ce sera... Faites-moi suivre. Limite, je vais mettre ce message au début du podcast. Voilà. Passer une petite annonce. Si vous aimez OPS, Primus et Mastodon, contactez-moi. Bref. Eh ben écoute, histoire que tout le monde doit continuer. Tu es le premier, donc tu n'as pas d'histoire à continuer, tu as un début d'histoire à commencer. Oh mon Dieu. Ah, mon Dieu. Une sorte de cadavre exquis. Oui, c'est exactement ça, c'est un cadavre. Une histoire sur absolument n'importe quoi. J'arrive jamais à dire ce mot. Cadavre exquis. C'est une phrase de diction, c'est vrai. Alors, l'année dernière, j'avais présenté le truc en commençant en disant oui, pendant l'été 2020, on le tournera. Alors, bon, évidemment, l'été 2020 était ce qu'il a été. L'histoire s'est terminée en août, donc au final, ça ne s'est jamais tourné. Donc, je ne fais plus cette promesse. Surtout que ça peut vraiment partir sur des trucs très compliqués à tourner. Alors, on va partir sur l'histoire. C'est l'histoire d'un mec, comme dirait Coluche, qui a hérité de son grand-père une caméra Super 8. Son grand-père était bizarre, il y a toujours une sorte d'ambiance, une atmosphère un peu étrange dans cette famille, une atmosphère de non-dit, mais pas une atmosphère de tabou non plus, mais c'est une volonté d'éluder certains sujets ou de... Sa grand-mère était un peu une sorcière aussi, enfin, il y a des choses comme ça, mais voilà, comme dans beaucoup de familles, des petits mythes, par-ci par-là. Et le grand-père est mort 10 ans avant. Il avait légué notamment cette caméra Super 8 à son petit-fils. Mais le petit-fils n'a jamais trop fait gaffe, voilà, tout occupé qu'il était avec son smartphone, à ne pas apprécier le temps présent, n'est-ce pas? Alors attends, je te coupe une seconde. Est-ce qu'on peut nommer le petit-fils? Absolument. Il s'appelle Eudes. Désolé. Mais non, c'est hyper mignon. Je regrette, mais c'est trop tard. Il s'appelle Eudes. Et Eudes, soudainement, on se dit, mais c'est vachement bien une caméra Super 8, je vais pouvoir faire des films Instagram sans Instagram. Du coup, il se met à utiliser cette technologie qu'il ne connaissait que peu. Et en fait, il se met à tourner dans la forêt qui jouxte au lieu d'habitation. Il adore les forêts, il adore le mysticisme qui va avec, les histoires folkloriques, les sorcières, encore une fois. Il se met à filmer un petit peu des images, des contre-jours, des images stylisées. Il a quand même une culture de l'image et... Il y a des formes un peu torturées dans cette forêt, des formes de troncs, de branches qui s'entrelacent. Et il fait développer ses premières... la pellicule qu'il utilisait. Et il commence à voir, en fait, autour de ce qu'il a filmé, des sortes d'imperfections, d'images bizarres, quoi, des sortes de formes évanescentes, mais qui ne sont pas des formes évanescentes, pas des fantômes à proprement parler. Et il voit juste ces espèces de formes. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi? Quelle incroyable imperfection super esthétique, j'adore. Mais il continue à filmer, il achète d'autres pellicules. Et en fait, à chaque fois, ces formes réapparaissent un peu plus nettes. Il essaie de filmer avec son téléphone portable dans la forêt. Sauf que ça ne donne rien, il ne voit pas. Il semble y avoir un truc juste avec cette caméra Super 8. Il continue à racheter des pellicules. Et en fait, à chaque fois qu'il filme et qu'il développe des pellicules, cette forme se précise. Cette espèce d'entité évanescente commence à devenir de plus en plus nette et se dessiner autour de contours vaguement humanoïde sans trop l'être. Oh mon dieu, mais dans toutes les histoires, on va avoir le mot humanoïde. Mais à chaque fois, c'est vrai. Oui, c'est drôle. C'est incroyable. Faudrait que tu me fasses écouter les autres. Mais et à chaque fois, l'entité se rapproche de l'objectif. Donc il est confronté à un dilemme. Est-ce qu'il va continuer à filmer dans cette forêt? Curiosité ou possession? À suivre. Ou abandon et du coup fin de l'histoire. C'est ça. Trop bien. Ah, j'ai trop hâte de savoir la suite. Merci. Eh bien, je pense qu'on a terminé cet épisode. Merci beaucoup. Merci à toi, avec grand plaisir. C'était cool. Ouais, grave, c'était très intéressant. Et puis, où est-ce qu'on peut te retrouver quand on ne le sait pas? Sur le 3615, faut faire le film.
L'endroit principal, c'est effectivement la chaîne YouTube, Le Fossoyeur de Films. En ce qui concerne le podcast, eh bien évidemment vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes de podcast, mais si vous l'avez écouté, c'est qu'a priori vous savez où l'écouter. Sinon vous pouvez aussi le retrouver sur YouTube, sur ma chaîne personnelle, Mélissa Brézet. Ça s'écrit B-R-A-I-Z-E-T. Vous pouvez aussi retrouver le podcast sur Instagram, @dontapat_, donc _8 podcast. Vous pouvez me retrouver moi-même sur Instagram, @Melissa_Brézé. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, fin de soirée, fin de nuit, ça dépend quand vous écoutez ce podcast. Merci encore François, c'était cool. Avec plaisir. Et puis, au revoir. Excellente fin.